Préparez-vous à la guerre, c'est en substance le message ces dernières semaines de l'Allemagne, la Suède, la Norvège à leurs opinions publiques. Ces trois pays envisagent un assaut de l'armée russe contre l'Europe d'ici 2 ou 3 ans. Parallèlement, l'OTAN, l'Alliance Atlantique, mène le plus important exercice militaire depuis la guerre froide. Et une question ce soir, quid de la France? Est-elle prête à se défendre? Est-elle prête à la guerre? On en parle avec Jean-Dominique Merchet. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes journaliste spécialiste des questions militaires, stratégiques et internationales, auteur du livre « Sommes-nous prêts pour la guerre? L'illusion de la puissance française ». On va voir pourquoi l'illusion. Jean-Dominique Merchet, livre publié aux éditions Robert Laffont. Depuis quand la France n'a-t-elle plus connu la guerre sur son sol et n'a-t-elle plus gagné de conflit? Alors, sur le sol français proprement dit, depuis 1945. Donc, ça fait longtemps. Et alors, il y a eu évidemment des attentats terroristes. Certains ont qualifié ça de guerre, mais bon, c'est pas tout à fait la même chose que d'avoir une occupation étrangère ou des divisions blindées, non, ou des bombardements massifs. Donc, depuis 1945. Quand est-ce que la France a, pour la dernière fois, gagné une guerre? Les Français aiment se raconter qu'ils ont gagné la guerre en 1945. C'est surtout les Alliés qui les ont aidés à la gagner. Non, la grande victoire française, la dernière grande victoire française, c'est 1918. Et c'est elle qui nous a épuisés. À quel prix? C'est une victoire trop chèrement payée en réalité. Alors ça remonte aussi, mais j'aimerais juste vous entendre, vous qui êtes expert des questions militaires, la guerre d'Algérie. Alors la guerre d'Algérie, évidemment, à l'époque, on considérait ça comme le territoire français, comme le territoire national. C'est une idée que je ne partage pas. Moi, je pense que c'était une colonie. On en avait effectivement fait des départements français. Donc, on ne peut pas dire que c'était réellement sur le sol français, même s'il y a eu effectivement des choses... C'était il y a 72 ans. Une chose est sûre, c'est que on a, depuis la fin de la guerre d'Algérie, donc depuis 1962, aucun Français, aucun jeune Français n'a été envoyé se battre à la guerre contre son gré, ou en tout cas de manière involontaire. Tous les gens qui, depuis 1962, donc ça fait maintenant 62 ans, aucun Français n'a été obligé de porter les armes à la guerre pour son pays. Dans ce qu'on appelle les opérations extérieures françaises, comme au Sahel, c'est des volontaires, que des volontaires ou des professionnels. Et depuis 1996, presque un peu plus les derniers, en tout cas depuis 25 ans, aucun jeune Français n'a été obligé de porter les armes pour la défense de son pays sans participer à la guerre, simplement dans le cadre d'un service militaire. Donc on est il y a eu 2-3 générations maintenant qui se sont éloignées de la réalité militaire et de la réalité de la guerre, ce qui est une bonne chose, au demeurant. C'est la preuve qu'on était en paix et que beaucoup de pays n'ont pas cette chance. Est-ce à dire que la guerre, qui est, rappelons-le quand même, on pourrait qualifier de fait social total, qui irrigue tous les pans d'une société humaine, l'économie, la violence forcément, on pourrait dire même les arts et la culture. Est-ce que vous diriez que ce fait social total, il a disparu des sociétés françaises et européennes? Alors, on a eu cette chance extraordinaire en Europe de créer l'Europe, de créer l'Union européenne et de considérer que faire la guerre avec nos voisins, ce qu'on avait fait pendant des siècles et des siècles, avec les Allemands, les Anglais, les Italiens et autres, eh bien, c'était irrationnel, qu'on n'allait plus le faire. Et donc, effectivement, c'est un peu sorti de notre imaginaire. Heureusement, il ne faut pas le regretter. C'est un progrès immense. Moi, je suis par exemple d'une famille d'origine en partie alsacienne. Nos familles ont été bouleversées à de tellement nombreuses reprises par les guerres contre les Allemands. Maintenant, chaque fois que je passe la frontière entre la France et l'Allemagne, en fait, il n'y a plus de frontière. On traverse un pont et c'est bon. On se dit, mais c'était fou qu'on se fasse la guerre. Et donc, effectivement, mais vous avez raison, tout le monde ne fonctionne pas comme ça, et l'on voit en Ukraine, mais aussi au Proche-Orient et dans plein d'autres endroits, la guerre est toujours là. En tout cas, la guerre en Europe, Jean-Dominique Merchet, n'est plus un tabou. Plusieurs pays semblent préparer leurs opinions. J'en ai cité 3 tout à l'heure. Il y a l'OTAN qui mène ses exercices grandeur nature depuis la fin de la guerre froide. Alors pourquoi, au juste? Voici quelques éléments de réponse avec Guillaume Villadier. On vous retrouve juste après. Mercredi 24 janvier, l'USS Gunston Hall quitte le port de Norfolk, direction l'Atlantique Nord pour participer aux plus grandes manœuvres de l'OTAN depuis 35 ans.
50 navires, 80 avions, 1 millier de véhicules, 90 000 soldats. Pendant près de 4 mois, l'exercice Défenseur inflexible va se dérouler en mer et sur la face est du continent européen. L'exercice et son scénario étaient planifiés de longue date. Suite à l'attaque de l'un de ses membres par un adversaire proche, l'Alliance Atlantique déclenche l'article 5, les ripostes. L'invasion de l'Ukraine, il y a 2 ans, a tout changé. La guerre en Europe n'est plus une lointaine et hypothétique menace. Il n'est pas acquis que nous soyons en paix. C'est pourquoi nous avons des plans. C'est pourquoi nous nous préparons à un conflit avec la Russie et les groupes terroristes. Si nous en arrivons là, s'ils nous attaquent, nous ne cherchons pas le conflit, mais s'ils nous attaquent, nous devons être prêts. Pas une semaine sans qu'un responsable européen ou américain ne confie son inquiétude. En Suède, début janvier, le chef des armées a même provoqué une vague de panique. Kan det bli krig i Sverige? Ja. När jag så tydligt säger ja så handlar det här om en utveckling i världen. Det är ingen ny information. En Allemagne, le ministre de la Défense envisage lui aussi le pire. Nous entendons des menaces du Kremlin presque tous les jours. Vladimir Poutine pourrait même attaquer un jour un pays de l'OTAN. Nous devons réapprendre à vivre avec le danger. Selon les experts que le ministre allemand a consultés, la guerre pourrait éclater d'ici 5 à 8 ans. En Norvège, le chef des armées est encore plus pessimiste. Selon lui, les Européens n'auraient que 2 ou 3 ans pour se préparer. La semaine dernière, à la télévision française, le porte-parole du Pentagone ne disait pas autre chose. Il suffit de regarder ce que M. Poutine a dit publiquement. Il a menacé publiquement des pays de l'OTAN par le passé. Nous devons prendre cette menace au sérieux. Malgré les livraisons d'armes et les milliards de dollars accordés à Kiev, l'OTAN n'aurait pas dissuadé Moscou d'aller plus loin. Bien au contraire, sur le champ de bataille, la perspective d'une victoire ukrainienne s'éloigne. Dernièrement, Vladimir Poutine s'est encore fait menaçant contre la Finlande après son ralliement à l'OTAN, contre la Lituanie qu'il accuse de persécuter les minorités russophones. Tentative d'intimidation ou réel danger, il y a 2 ans, le Kremlin usait des mêmes mots et des mêmes prétextes. Quelques semaines plus tard, son armée envahissait l'Ukraine. La guerre commençait. Jean-Dominique Merchet, c'est un peu galvaudé, mais là, bruit de botte, on peut le dire. Oui, alors il ne faut pas affoler les gens quand même. On n'est pas à la veille d'une guerre. Mais vous l'avez dit dans le reportage, ce qui a tout changé, c'est l'invasion de l'Ukraine. C'est-à-dire, en réalité, c'est la Russie est redevenue une puissance agressive qui nous désigne, nous, les Occidentaux, comme ses ennemis. Et pas ses ennemis conjoncturellement, ils disent c'est presque une guerre civilisationnelle. Vous êtes les décadents, vous êtes envahis par les immigrés, vous êtes des homosexuels, vous êtes tout ce discours extrêmement idéologique contre nous, ils nous désignent comme leurs ennemis. Et on a vu en Ukraine qu'ils étaient capables de passer à l'acte, alors même que, en réalité, ils n'ont pas les moyens d'envahir l'Ukraine, enfin de conquérir toute l'Ukraine. On voit bien que ils ont buté quand même sur la résistance ukrainienne. Mais justement, s'ils n'ont pas les moyens, Jean-Dominique Merchet, pourquoi une telle démonstration de force ? Justement, parce que même s'ils n'ont pas les moyens, ça ne les a pas empêchés d'attaquer. Donc ils peuvent faire des choses irrationnelles. Rationnellement, ils n'auraient jamais dû attaquer l'Ukraine. On aurait dû les en dissuader. Le mot important, c'est dissuasion. Il faut aujourd'hui que nous montions en puissance pour dissuader la Russie d'avoir des comportements agressifs. Et si elle gagnait la guerre en Ukraine, ça renforcerait son agressivité, parce qu'elle se dirait, après tout, je peux le faire. Donc il faut qu'on soutienne l'Ukraine, d'un côté, et de l'autre, il faut que nous rétablissions ce que nous n'avons pas su faire en 2022. En 2022, nous n'avons pas su tenir un langage de fermeté avec des menaces face à la Russie en disant, non, vous ne pouvez pas faire ça. Si vous faites ça, vous allez avoir des gros problèmes avec nous. Nous n'avons pas su ou n'avons pas voulu le faire, ou pas pu le faire. Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a ces manœuvres de l'OTAN. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé en février 2022. Je pense que c'est aussi important que la chute du mur de Berlin. On est rentré dans une nouvelle période de l'histoire européenne, avec un pays agressif,
révisionniste qui a envie de changer l'ordre européen à notre détriment. Et ça, c'est malheureux. Et la Suède, qui était un pays neutre, comme on dit, s'apprête à entrer dans l'OTAN. La Turquie a donné son feu vert. Emmanuel Macron est sur place. On écoute le président français. Cette visite d'État se tient à un moment particulièrement sensible pour notre Europe, particulièrement tragique aussi. Depuis 2 ans, le retour de la guerre sur notre continent qui a profondément changé, on le sait, la perception du risque et qui a conduit la Suède sur ce chemin vers l'OTAN. Alors voilà, Emmanuel Macron, une question, la France est-elle prête? Sommes-nous prêts pour la guerre, dites-vous dans votre livre? Vous écrivez que l'armée française, elle serait probablement pas capable de tenir un front de plus de 80 km. À titre de comparaison, l'armée ukrainienne, que l'on dit en grande difficulté, est déployée sur un front de 1000 km. Oui, ça, ce sont les plans militaires de l'armée française, des états-majors, dans le cadre d'une alliance de l'OTAN. Dans le cadre de nos procédures, en fait, si on devait déployer des forces terrestres, on déploierait environ 25 000 hommes, donc une grosse division. Et cette grosse division, elle est conçue pour tenir environ 80 km. Ça, c'est des chiffres que je n'ai pas volés, c'est des chiffres que l'armée française reconnaît à demi-mot, parce qu'ils ne sont quand même pas très fiers de ces chiffres. Donc l'armée française n'est pas prête. L'armée française n'est pas prête à une guerre comme en Ukraine, ça c'est évident. En revanche, nous ne sommes pas l'Ukraine, parce que nous avons deux grandes différences. Nous sommes un pays doté de l'arme nucléaire, et nous sommes un pays membre de l'OTAN. C'est-à-dire, ça, c'est deux garanties de sécurité fermes, qui sont sérieuses. Mais si nous devions nous trouver dans une situation imprévisible, parce que qui avait prévu l'invasion de l'Ukraine? Qui avait prévu l'attaque du 7 octobre? On voit bien que les choses peuvent basculer en quelques jours. Et on se dit, mais c'est pas rationnel de faire ça. Et pourtant, tout d'un coup, on voit la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza. Donc, il peut se produire de nouvelles choses. L'important, c'est d'être capable de les empêcher en dissuadant l'agression. Mais vous, ce qui est intéressant, vous avez cité le parapluie, la bombe atomique. On sait que le général de Gaulle avait cette doctrine, justement. Jacques Chirac, en supprimant le service national, on pourrait penser que c'est un coup porté à l'armée. Vous vous dites non, pas du tout, au contraire. Ça a professionnalisé l'armée. Par contre, ça a coupé le lien entre les citoyens et son armée. Voilà. Je pense que lorsque Jacques Chirac décide d'arrêter le service national, il a raison. Le service national, tel qu'il fonctionnait, était inégalitaire, ne correspondait plus à des nécessités militaires, coûtait cher, etc. Et donc, on s'est doté d'une armée dont on avait à l'époque besoin, une armée expéditionnaire, pour aller dans les Balkans, pour aller en Afrique, pour aller en Afghanistan, pour aller, etc. Aujourd'hui, on sort de cette période. On a besoin d'une armée différente. Mais je ne pense pas qu'il faille rétablir le service militaire. Ce serait beaucoup trop coûteux. C'est totalement démesuré par le service militaire. Ce serait... Parce qu'on ne voit pas pourquoi les filles ne feraient pas le service militaire, par exemple. Ce serait 700 000 à 800 000 jeunes par an. C'est considérable. On n'a pas les moyens de faire ça. En revanche, ce qu'il faut, c'est, comme vous venez de le dire, qu'il y ait plus de fluidité entre la cité militaire et la cité civile, et donc miser sur les réserves, et à la manière de l'armée américaine, d'une certaine manière. Vous dites qu'en France, il y a une sclérose de la pensée militaire et stratégique. Est-ce que vous diriez que c'est cette difficulté, on va dire, stratégique, et en quoi elle consiste, au fond, et qui a expliqué notamment l'échec au Sahel? Oui, je pense que il y a une telle concentration du pouvoir en France autour de la personne du président de la République, avec nos institutions, que ça a épuisé le débat stratégique dans notre pays. Personne n'ose... Comme c'est le cœur du domaine réservé du président de la République, personne n'ose dans la classe politique remettre en cause les grandes orientations. C'est aussi l'idée que les Français se font de la puissance de leur pays, qui est, à mon avis, un peu démesurée. On a vu d'ailleurs un chef d'état-major interarmé qui, enfin, je me souviens, je pars sur le contrôle, démissionner ou quitter le poste. Après une dispute avec le président, le général de Villiers. Ouais. Et donc, je pense que je soutiens mon livre est soutenu l'illusion de la puissance française. Je pense que la France a tendance de jouer dans une cour un peu au-dessus de ses capacités. Donc quand Gabriel Attal, tout à l'heure, dans son discours de politique générale, dit « nous ne serons jamais une puissance moyenne », Richard Verly nous disait « si c'est le cas ». Évidemment que nous sommes une puissance moyenne. Ouais. On fait semblant d'être une grande puissance parce qu'on a une arme atomique et parce qu'on a un siège permanent au Conseil de sécurité nationale. Parce qu'il y a la désindustrialisation qui est passée par là. Parce qu'il y a des industrialisations. Il a bien sûr la question de l'économie de guerre, la capacité à produire des armements, la désindustrialisation a
affaibli la France. 3 000 milliards d'endettement public. Voilà, ça ce sont des vrais chiffres. Et puis on voit bien les services publics qui se dégradent, la difficulté de maintenir, voilà, la question des agriculteurs. On voit bien qu'on n'a pas les moyens de se payer l'armée des rêves dont rêvent les militaires. Ça, c'est pas possible. Donc l'hôpital public, les transports, l'école, la justice, tout ça a besoin d'investir. La transition écologique a besoin d'investissements massifs. Donc il va falloir sans doute que nous révisions nos ambitions à la baisse, que nous mettions nos ambitions à la hauteur de nos moyens. Quid de la défense européenne? Le général de Gaulle, je parlais du nucléaire, il avait aussi, pas rompu, mais en tout cas dire, attendez, ça suffit la dépendance aux États-Unis. Là, avec l'OTAN qui revient en force, bon, Nicolas Sarkozy a réintégré le commandement intégré de l'OTAN. En 2009, c'était quid de la défense européenne? Prenons le Rafale français. Le Rafale français, par exemple, il est vendu à l'Inde, au Qatar, aux Émirats arabes unis, mais les Polonais achètent des F-16 américains. EDF et la pluport des pays européens s'équipent de F-35. Pourquoi? Parce que le cœur de les Français sont isolés en Europe. Notre dissuasion nucléaire, notre défense, elle repose fondamentalement sur la dissuasion nucléaire. Mais nous sommes les seuls dans ce cas en Europe. Tous les autres, est sorti. Mais même le Royaume-Uni, qui a une arme atomique, mais qui est beaucoup plus intégré avec les États-Unis. Tous les autres pays européens. Tous nos partenaires, ceux avec lesquels on construit l'Union européenne, eux, leur défense, elle repose sur quoi? Sur l'OTAN, sur l'Alliance Atlantique, donc sur la garantie américaine, donc au final sur les armes nucléaires américaines. Attendez, l'Allemagne, elle a plus confiance en les États-Unis qu'en la France. Mais, à juste titre. Pourquoi aurait-elle plus confiance dans la France que dans les États-Unis? Les États-Unis sont une vraie grande puissance, eux. Et ils ont gagné la Seconde Guerre mondiale, vraiment, contre les Allemands. Donc les Allemands ont bien tiré les leçons de l'histoire. Mais tous les autres aussi, les Belges, les Suédois, neutres jusqu'à présent, tous ces gens-là comprennent bien que leur sécurité, elle repose sur l'OTAN. Donc la défense européenne, pourquoi pas? Mais le fond de la défense de l'Europe, non pas la défense européenne, mais la défense de l'Europe, ça reste à mes yeux l'Alliance Atlantique. Merci beaucoup Jean-Dominique Merchet. Sommes-nous prêts pour la guerre, l'illusion de la puissance française? C'est chez Robert Laffont.